Lors d'un dîner de famille, ma mère a dit « Cède la maison à ta sœur ou va en prison ». J'ai ri. Salut, je m'appelle Chloé. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi pour l'instant. Celle qui a bâti tout ça à partir de rien pendant que tout le monde prenait le chemin facile. Mais allons droit au but. Tout a explosé lors de ce dîner de famille, le genre où la tension gronde sous des sourires forcés et le tintement découvert. Ma mère s'est penchée, sa voix un grondement bas. Cède la maison à ta sœur ou tu finiras en prison. Ma sœur a ricané juste après, ses mots dégoulinant de venin. De toute façon, tu n'es bonne à rien. L'avocat m'a regardé, un mouvement intelligent de ma part, et j'ai échangé un regard rapide. Je ne pouvais pas me retenir. Un rire a jailli de moi, résonnant à travers la table comme une gifle. Leurs sourires satisfaits se sont estompés alors que je me penchais et disais, celle qui n'est bonne à rien, ce n'est pas moi. C'est la vie. Le favoritisme était flagrant. Ma sœur recevait des vêtements de marque, des leçons privées, des vacances de rêve dans des endroits comme Paris. Moi, je travaillais dans un restaurant miteux à 16 ans, apprenant tôt que le travail acharné était mon seul ticket de sortie. Maman et papa prônaient l'indépendance pour moi tout en lui donnant tout sur un plateau d'argent. J'ai traversé l'université grâce à des bourses et des petits boulots, partageant des appartements exigus avec des colocataires peu fiables, sautant les fêtes pour économiser chaque centime. Pas de filet de sécurité, pas d'aide, juste moi qui me bats. Après l'obtention du diplôme, j'ai investi mes économies dans un petit café. Les premières années ont été brutales, matin tôt à préparer des espressos, fin de soirée à récurer les comptoirs, week-end perdu à faire l'inventaire. Mais au bout de 5 ans, mon café prospérait suffisamment pour que j'envisage un appartement à moi. Bien sûr, ma famille a eu vent de mon succès. Ils laissaient entendre les difficultés de ma sœur avec le loyer, qu'elle avait besoin de stabilité. Le sous-texte était clair, je devais leur céder mon avenir durement gagné pour régler leurs problèmes. Ils ignoraient que ce dîner allait inverser la vapeur et que j'allais enfin me libérer d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Si vous avez déjà eu affaire à un favoritisme familial toxique qui vous pousse à bout, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour plus d'histoires brutes comme celle-ci et sonnez la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Laissez vos propres drames familiaux dans les commentaires. Je les lis tous. Les schémas s'étaient établis tôt dans notre maison de banlieue de Chicago, où la maison à 2 niveaux ressemblait plus à un royaume divisé. Camille a toujours eu les feux de la rampe. De nouvelles tenues de chez Monoprix ou de marques similaires. Chaque saison, des tuteurs de maths supplémentaires pour améliorer ses notes, et ses camps d'été dans les Alpes qui coûtaient une fortune. Je me souviens d'elle déballant des souvenirs d'un voyage en Italie à 14 ans, se vantant de la glace à Florence pendant que je faisais la vaisselle après l'école. Maman rayonnait en disant à quel point elle était talentueuse, destinée à de grandes choses. Papa hochait la tête, sortant son portefeuille pour sa dernière requête sans poser de questions. Moi, on me disait de construire mon caractère. Que le vrai succès venait de ce qu'on gagnait par soi-même. Alors à 16 ans, j'ai décroché mon premier emploi dans une chaîne de restauration rapide locale. Pas celle branchée du centre-ville, mais le restaurant un peu gras au bord de l'autoroute où les services se terminaient à minuit. Je rentrais chez moi sentant la friture, les mains à vif à cause de la friteuse, pour entendre Camille se plaindre de ses cours de danse épuisants. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais, se contentant de me rappeler de contribuer aux factures ménagères si je voulais des extras, comme l'argent pour l'essence de ma vieille Honda. L'université a été plus difficile que je ne l'avais prévu. J'ai rassemblé des dossiers pour les universités publiques, assemblant des bourses partielles de fonds communautaires et des récompenses académiques. J'avais tout fait par moi-même. Camille a obtenu une bourse complète pour une université privée à Lyon, grâce aux économies familiales qu'il prétendait destinées à celles qui avaient du potentiel. Pendant qu'elle faisait la fête dans les campus et postait des photos de escapades de week-end dans le Morvan, j'ai d'abord fait la navette pour un lycée communautaire, puis j'ai été transférée dans une université publique en Île-de-France. Les arrangements de logement étaient un cauchemar. D'abord, un dortoir où je partageais une petite chambre avec 3 autres, puis des appartements hors campus qui sentaient la moisissure et dont les propriétaires augmentaient le loyer tous les 6 mois. Un endroit avait un toit qui fuyait et qui a ruiné mes manuels scolaires pendant une tempête, mais je ne pouvais pas me permettre de les remplacer immédiatement.
Les colocataires allaient et venaient, certains oubliant leur part des charges, me laissant couvrir les factures d'électricité ou faire face aux coupures. J'ai jonglé avec 2 emplois. Les matins dans une librairie universitaire à ranger les étagères, les soirs en tant que serveuse dans un restaurant où les pourboires couvraient à peine les courses. Pas de vacances de printemps en Bretagne pour moi. Au lieu de cela, je prenais des services supplémentaires, regardant mon compte bancaire augmenter lentement. Des amis m'invitaient au bar ou à des concerts, mais je refusais. Calculer chaque euro une soirée dehors signifiait moins dans mon fonds d'urgence. Ce fonds est devenu mon obsession. J'ai commencé avec ma première paie et j'ai grandi par pure volonté. Je le suivais dans un carnet, ajoutant 10 euros par-ci, 20 euros par-là, sachant que si je faisais une erreur, personne ne me sauverait. La division devenait évidente par de petites choses qui blessaient. Les fêtes de fin d'année signifiaient des cadeaux pour Camille, des bijoux ou des gadgets, tandis que je recevais des choses pratiques comme des chaussettes ou un agenda. Les dîners de famille se transformaient en sessions où il faisait l'éloge de sa dernière réussite, comme décrocher un stage grâce aux connexions de papa, et ignorait mes excellentes notes obtenues sans aide. Une fois, j'ai mentionné avoir des difficultés avec les paiements de frais de scolarité, et maman a balayé ça d'un revers de main. Tu es forte, tu trouveras une solution. Camille a besoin de se concentrer sur ses études sans souci. Cela signifiait que je m'occupais de tout toute seule, des réparations de voitures à la franchise de mon assurance santé. Papa a même suggéré que je lui prête de l'argent pour un nouvel ordinateur portable quand le sien s'est cassé lors d'une virée shopping. J'ai refusé cette fois-là, ressentant une étincelle de ressentiment, mais j'ai avalé ma fierté pour maintenir la paix. Vivre frugalement est devenu une seconde nature, vêtements de friperie, dîner de ramen, vélo pour aller au travail pour économiser sur l'essence. Mon compte d'épargne a atteint un jalon après 2 ans, 5 000 euros, mais cela semblait fragile, comme si un mauvais mois pouvait tout effacer. Camille, pendant ce temps, accumulait des charges sur une carte de crédit familiale pour des brunchs et des journées au spa, sans jamais être punie. J'ai commencé à remarquer comment mon aide occasionnelle aux parents pour couvrir une facture d'électricité ou une course d'épicerie finissait toujours par financer ses fantaisies, un nouveau sac à main pour maman, une montre pour papa. Mais en réalité, cela revenait aux besoins incessants de Camille. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai réalisé que mon chemin diverguait complètement. Pas de travail douillet qui m'attendait. Je devais me débrouiller. En utilisant une partie de mes économies, j'ai loué un espace pour ce café dans un centre commercial près de la Rocade, le transformant en un endroit chaleureux avec des panneaux peints à la main et des grains de café locaux. Le rythme était implacable, sourcer les fournitures avec un budget serré, gérer des machines à expresso capricieuses qui tombaient en panne chaque semaine, et faire des doubles services pour former des baristas. Les clients affluaient au début, des habitués fidèles qui donnaient de bons pourboires, mais les profits étaient faibles après le loyer et la paie. Mais au bout de 3 ans, le bouche à oreille a fait son œuvre, les files d'attente se formaient pour mes lattes signatures. J'ai élargi le menu avec des pâtisseries d'une boulangerie voisine, augmentant le chiffre d'affaires suffisamment pour me verser un salaire modeste. Pourtant, je vivais simplement dans une location d'une chambre au-dessus du magasin, avec des meubles achetés en brocante, pas de télévision ni de luxe. Les visites familiales étaient rares, mais quand elles avaient lieu, des allusions étaient faites sur les difficultés de Camille à trouver un emploi, son loyer élevé dans son appartement branché. Ils disaient qu'ils étaient fiers de mon entreprise, puis changeaient de sujet. Peut-être que tu pourrais lui donner un coup de pouce juste le temps qu'elle se stabilise. J'esquivais ces discussions, me concentrant sur mes livres de comptes, mais la pression montait subtilement. Un soir, après la fermeture, j'ai surpris une conversation téléphonique dans l'arrière-salle. Ma mère se plaignait à une tante des dernières factures de Camille, impliquant que j'interviendrais en tant que personne responsable. Cet extrême est resté à l'esprit alors que je me plongeais plus profondément dans la construction de mon café. La location de cet espace signifiait la signature d'un contrat d'1 an avec une caution qui a englouti la moitié de mes économies. Mais j'ai continué, peignant les murs moi-même pendant mes heures libres et sourçant de l'équipement d'occasion sur les petites annonces en ligne. Les matins commençaient à 5 heures, à moudre les grains et à tester les infusions jusqu'à ce que l'arôme soit parfait. Les premiers clients étaient des navetteurs clairsemés qui prenaient une tasse rapide, mais j'ai ajouté des cartes de fidélité pour encourager les visites répétées.
Les déversements arrivaient constamment, tachant les comptoirs et me forçant à nettoyer entre les services, tandis que les moulins cassés nécessitaient des réparations d'urgence avec du ruban adhésif jusqu'à ce que je puisse me permettre les réparations. Les soirs s'étiraient en inventaire, en commande de fournitures comme le lait et les sirops en gros pour réduire les coûts, souvent seuls sous des lumières fluorescentes. La concurrence des grandes chaînes à proximité a d'abord nui, alors j'ai différencié avec des mélanges uniques inspirés des saveurs locales, comme un latte au caramel façon Chicago qui est devenu un succès. Au bout de 6 mois, le trafic a augmenté suffisamment pour embaucher un employé à temps partiel pour les week-ends, me libérant pour gérer la paperasse comme les impôts et les permis sans manquer complètement de sommeil. L'année 2 a apporté une croissance constante. J'ai investi dans une meilleure machine à expresso financée par un prêt aux petites entreprises auxquelles j'ai été éligible sur la base des données de ventes initiales. Le marketing était bon marché, dépliant dans les bureaux voisins et un site web de base que j'ai construit en utilisant des modèles gratuits. Les critiques sur Yelp ont commencé à arriver, louant l'ambiance chaleureuse avec des chaises dépareillées et le Wi-Fi gratuit qui attirait les étudiants. Les bénéfices m'ont permis de rembourser le prêt plus rapidement, mais les dépenses comme l'augmentation des prix des ingrédients ont maintenu les marges serrées. Une tempête hivernale a entraîné une panne de courant pendant plusieurs jours, gâchant le stock et coûtant des centaines d'euros de pertes. Pourtant, j'ai rouvert plus fort avec des spécialités saisonnières pour récupérer. Les appels familiaux ont augmenté pendant cette période. Maman, Stéphanie, prenait des nouvelles, puis passait aux nouvelles de Camille. Elle soupirait en disant que le loyer de son loft à Paris augmentait en flèche, rendant difficile pour elle de se concentrer sur sa recherche d'emploi. Papa, Antoine, intervenait, mentionnant qu'elle méritait une pause. Après le stress des études universitaires, sous-entendant que ma stabilité faisait de moi la personne à contacter pour obtenir de l'aide. Au bout de 4 ans, le café tournait à plein régime avec des habitués. J'ai élargi les horaires en soirée pour les groupes d'études, ajoutant des jeux de société et des soirées acoustiques qui ont augmenté les revenus de 20%. Les économies se sont reconstituées lentement, atteignant des jalons comme 10 000 euros, puis 15 000 euros, toutes déposées sur un compte à intérêt élevé. Les visites familiales occasionnelles sont devenues gênantes. Camille est passée une fois, regardant l'endroit avec dédain tout en commandant une boisson coûteuse qu'elle n'a pas payée. Stéphanie a admiré la décoration, mais a rapidement changé de sujet. Camille a du mal à trouver un emploi. Pauvre petite. Si seulement elle avait un endroit stable pour s'installer. Antoine a hoché la tête, ajoutant que la famille devait se soutenir, surtout depuis que j'avais réussi. Leurs mots faisaient écho à l'appel intercepté, me poussant à examiner mes contributions, aider à la réparation de leur voiture le mois dernier, envoyer de l'argent pour une consultation médicale. Les schémas émergeaient. Le nouveau sac à main en cuir de Stéphanie lors d'une réception de fin d'année. La montre brillante d'Antoine lors d'un appel vidéo. Croiser les dates. J'ai réalisé que mes virements coïncidaient souvent avec les publications Instagram de Camille sur des brunchs de luxe ou des virées shopping. Le détournement a été un coup dur. Ce que je pensais être des besoins parentaux était en réalité directement lié à son style de vie sans fin. Camille n'a jamais eu un vrai emploi après l'obtention de son diplôme, passant d'un emploi à l'autre comme la planification d'événements ou l'influence sur les réseaux sociaux qui s'est rapidement effondrée. Pendant ce temps, mon café a atteint sa 5e année solide, avec des bénéfices constants, me permettant d'envisager une annonce d'appartement dans un quartier calme près du lac. 2 chambres avec une vue dont je rêvais depuis ces appartements moisis. Les calculs pour l'acompte semblaient réalisables, environ 30 000 euros au total avec mes économies et une préapprobation hypothécaire. L'enthousiasme montait alors que je visitais des propriétés, imaginant discrètement un espace qui m'appartenait vraiment. Pas de colocataire, pas de fuite. Les allusions familiales se sont intensifiées. Stéphanie a envoyé un SMS sur la crise du logement de Camille, disant qu'un endroit fiable changerait tout pour elle. Antoine a appelé, insistant sur le devoir fraternel en temps difficile. Leurs attentes se sont cristallisées. Mon succès n'était pas seulement le mien, mais une ressource pour les problèmes de Camille. Les doutes sont apparus lors d'une fermeture de café tranquille. Ces doutes me trottaient dans la tête alors que je fermais le café ce soir-là. Le bourdonnement de la machine à expresso résonnait encore à mes oreilles.
Le lendemain matin, ma boîte de réception a été pingée par un email qui ne m'était pas destiné, un transfert de Stéphanie à Antoine, accidentellement mis en copie à mon compte professionnel. Objet, l'avenir de Camille. Il exposait leur plan dans des détails crus. Il supposait que j'achèterais un appartement, pas pour moi, mais pour le céder à Camille afin qu'elle puisse recommencer à zéro à Paris. Les mots m'ont blessé, des phrases comme « Chloé est responsable, elle le fera » et « Camille mérite cette pause ». Aucune mention de mes années de labeur, juste l'attente que je paie pour sa nouvelle vie. Mon cœur s'est serré, pas de choc, mais de clarté. Ce n'était pas une allusion unique. C'était un mouvement calculé comptant sur mon silence et ma conformité, comme toujours. Le message de Camille est arrivé des heures plus tard, rempli d'excitation. J'ai vu cette incroyable annonce d'appartement près du Champs-Élysées, a-t-elle écrit, joignant des photos d'un appartement élégant de 2 chambres avec parquet et vue sur le paysage urbain. C'est parfait pour que je me stabilise enfin. J'ai hâte d'emménager. Aucune mention de la façon dont elle allait payer, aucun plan, juste la pure supposition que c'était à elle. Ces mots faisaient écho au ton de l'email, plein d'assurance, un droit acquis. Je n'ai pas répondu, laissant son message non lu pendant que je traitais la trahison. Leur complot supposait que je jouerais la belle-sœur, sacrifiant mon rêve pour sa commodité. Au lieu de cela, j'ai décidé d'inverser la vapeur. J'avais déjà visité un appartement, un modeste studio à Montmartre, rien d'extravagant, mais à moi. Après des semaines de calculs, j'avais obtenu une préapprobation hypothécaire basée sur les revenus constants de mon café. L'acompte, 30 000 € de mes économies, était prêt. J'ai contacté l'agent immobilier, une femme pragmatique nommée Karen, et finalisé l'offre sans en parler à personne. Pas de grande annonce, pas de consultation familiale, juste un dépôt discret et des papiers signés. L'endroit avait de hauts plafonds, un petit balcon, et assez d'espace pour un bureau où je pourrais planifier les prochaines étapes du café. La clôture a pris un mois, et j'ai emménagé un samedi pluvieux, transportant des meubles de fripe dans 3 volets d'escalier. Pour la première fois, j'ai dormi dans un espace qui m'appartenait. Pas de colocataire, pas de fuite, juste à moi. Je pensais avoir des mois avant que ma famille ne le découvre. Peut-être un an si je restais discrète. Mais les commérages parisiens voyagent vite. 3 semaines plus tard, alors que je déballais des cartons et accrochais un miroir bon marché, mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous. Appel manqué de Stéphanie, Antoine, Camille, même d'un oncle à qui je n'avais pas parlé depuis le dernier Noël. Les messages ont afflué, commençant par celui de Stéphanie. Pourquoi entendons-nous dire que tu as acheté un appartement sans nous le dire? Camille a le sien qui est plus petit? Tu as eu un endroit et tu ne l'as même pas mentionné. Qu'en est-il de moi? L'appel d'Antoine est allé en messagerie vocale. Son ton était sec. Nous devons parler, Chloé. Ce n'est pas ainsi que fonctionne une famille. J'ai regardé l'écran, assemblant les pièces. Karen a dû mentionner mon achat à un autre client, où Camille traquait les mêmes annonces. Peu importait comment ils l'ont découvert. Ce qui importait, c'était la tempête qui se préparait. J'ai ignoré les messages, me concentrant sur le vissage d'une étagère au mur. L'appartement ressemblait à une forteresse, mon premier véritable ancrage dans le monde. Mais le téléphone qui bourdonnait signalait que le calme ne durerait pas. Le prochain message de Camille a accentué le problème. Tu me dois. Je ne peux pas louer éternellement. Oh, elle. Après des années à la laisser couler pendant que je me débattais pour grimper, l'audace a suscité quelque chose de féroce en moi. Je n'allais pas fuir ce combat, ils allaient bientôt apprendre que je n'étais plus leur paillasson. Vanessa, ma cousine, a appelé ce soir-là avec un avertissement. L'avertissement de Vanessa était clair. Ma famille prévoyait une confrontation. Elle avait surpris Antoine fulminé lors d'un barbecue familial sur mon égoïsme d'avoir acheté l'appartement seul. Je n'allais pas me laisser tendre un piège dans mon propre espace. Alors, j'ai inversé la vapeur. Je les ai invités Stéphanie, Antoine, Camille à un dîner de famille chez moi, un terrain neutre, pour les affronter de front. J'ai aussi appelé Daniel, mon avocat, un homme vif que j'avais consulté pour des contrats commerciaux. Il a accepté de se joindre, sentant la tempête gronder.
La table était simplement dressée, pizza à emporter et soda, sans fioriture pour garder la concentration. Quand ils sont arrivés, le sourire de Stéphanie était crispé, la posture d'Antoine raide, comme s'il était prêt pour une bataille en salle de conseil, et Camille faisait défiler son téléphone, me reconnaissant à peine. Le dîner a commencé civilement, petite conversation sur la météo et le succès de mon café. Mais l'air s'est alourdi rapidement. Stéphanie a rompu en première, sa voix tranchante. « Chloé, nous avons entendu parler de ton appartement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Camille avait des difficultés ?» Antoine s'est joint, m'accusant de thésauriser mon succès pendant que ma sœur se débrouillait avec peu. Camille a levé les yeux, un rictus aux lèvres. « Tu as tout compris, n'est-ce pas ? Et la loyauté familiale ?» Je suis restée calme, les laissant se défouler, sachant que leur véritable manœuvre allait arriver. Puis Stéphanie s'est penchée en avant, ses yeux se plissant en fente, sa voix baissant jusqu'à un grondement. « Cède l'appartement à Camille ou tu finiras en prison. Crois-moi, nous avons nos moyens. » Camille a ricané, secouant ses cheveux. « De toute façon, tu n'es bonne à rien. » Chloé, la pièce s'est figée. Daniel, assis calmement à côté de moi, a croisé mon regard avec un subtil hochement de tête, son expression calme mais alerte. Je n'ai pas pu me retenir. Un rire a jailli fort et sans excuse, rebondissant sur les murs. Leurs visages satisfaits, ceux de Stéphanie, Antoine, Camille, se sont effondrés alors que je me penchais, croisant le regard de Camille. « Celle qui n'est bonne à rien, ce n'est pas moi, » ai-je dit, la voix ferme. « C'est toi. » J'ai fait glisser mon téléphone sur la table, ouvert à l'email qu'ils m'avaient accidentellement envoyé, détaillant leur plan pour me faire pression afin que je cède l'appartement. La mâchoire de Stéphanie est tombée. Antoine bredouillait, essayant de revenir en arrière. Le rictus de Camille a disparu, remplacé par une rougeur de panique. Daniel s'est raclé la gorge, son ton professionnel, mais pointed. J'ai examiné l'email. Il n'y a aucun fondement juridique pour vos menaces, et tenter de piéger Chloé pourrait se retourner contre vous. Je les ai regardés se tortiller, leur plan se déroulant en temps réel. Le dîner est devenu chaotique. Stéphanie a lancé un chantage émotionnel, la voix cassée, disant que j'avais trahi la famille, que Camille méritait un foyer stable après ses épreuves. Antoine a essayé une approche plus douce, parlant du devoir fraternel, mais ses mots sonnaient creux, appris par cœur. Camille a claqué, m'accusant de l'avoir humiliée en exposant l'email devant Daniel. Je n'ai pas sourcillé, soulignant simplement l'ironie, ils avaient prévu de me coincer, mais maintenant c'était eux qui étaient exposés. Daniel a ajouté que toute tentative de faire une réclamation juridique sans fondement, comme leur menace de prison, pourrait les mettre en difficulté pour harcèlement ou fraude. La table est tombée dans le silence, à l'exception d'une expiration sifflante de Camille. J'ai gardé mon sang-froid, sirotant mon soda, laissant le poids de leur plan échoué s'installer. Alors qu'ils partaient, Stéphanie a marmonné à propos de régler ça plus tard, mais j'ai vu la défaite dans leurs yeux. J'ai verrouillé la porte derrière eux, ressentant une vague de clarté. Ce n'était pas seulement une question d'appartement. Il s'agissait de se libérer de leur manipulation. Je n'avais pas encore fini, cependant. L'email n'était que le début. Je devais m'assurer qu'ils ne pourraient pas me retourner ça contre moi. Vanessa m'a envoyé un SMS plus tard, m'exhortant à passer à l'étape suivante. Le message de Vanessa a allumé un feu en moi. Montre-leur que tu as terminé. Passe au public. Je n'allais pas laisser Stéphanie, Antoine ou Camille raconter cette histoire contre moi. D'abord, j'ai tout verrouillé, compte bancaire, mot de passe, j'ai même ajouté un code PIN à mon dossier hypothécaire auprès du prêteur. J'ai appelé Daniel pour vérifier ma position. Il a confirmé que leur menace de prison était un bluff, une tactique d'intimidation sans poids juridique, et m'a conseillé de tout documenter au cas où ils escaladeraient. S'ils essaient de vous piéger, a-t-il dit, c'est eux qui devront faire face à des accusations de harcèlement. Cela m'a donné le feu vert pour aller de l'avant, pas avec des arguments, mais avec des actions. J'ai ignoré le déluge d'appels et de messages qui s'accumulaient. Les messages vocaux de Stéphanie passaient de supplications larmoyantes. « Chloé, comment as-tu pu nous faire ça ?» à des exigences véhémentes pour une réunion de famille.
Les messages d'Antoine étaient plus froids, m'accusant de tourner le dos à mon devoir. Les messages de Camille dégoulinant de venin, tu ruines ma vie, Chloé. Règle ça. J'ai laissé tout ça sans réponse, me concentrant plutôt sur mon prochain coup. Vanessa et moi avons brainstormé autour d'un café dans mon café, ses yeux s'illuminant à l'idée de passer au public. J'ai ouvert Facebook et posté une photo du balcon de mon appartement au coucher du soleil, avec la légende « Je l'ai gagné centimètre par centimètre grâce à des années de labeur. C'est à moi ». Simple, sans nom, mais le message était clair pour quiconque connaissait. La réaction a été instantanée. Des amis de l'université et des habitués du café ont commenté « Félicitations », certains plaisantant sur des invitations à une crémaillère. Puis les discussions familiales ont commencé. Une tante m'a envoyé un message confus. « Chloé, tu dois lui donner un endroit. » Je n'ai pas répondu directement, mais Vanessa m'a encouragé à frapper fort. J'ai téléchargé une capture d'écran de l'email celui que Stéphanie avait accidentellement envoyé, montrant leur plan pour me culpabiliser afin que je donne l'appartement à Camille. Pas de commentaires, juste le texte brut et une légende clarifiant certaines rumeurs. Le post s'est répandu comme une traînée de poudre. Les cousins l'ont partagé, taguant des parents qui avaient été tenus à l'écart. Les amis qui avaient cru aux histoires larmoyantes de Camille se sont tus, certains la désabonnant. En fin de soirée, ma boîte de réception contenait des messages de membres de la famille élargie remettant en question l'équité de Stéphanie et Antoine. Un oncle s'est même excusé de ne pas l'avoir vu plus tôt. La réponse de Camille a été un chaos prévisible. Elle a lancé une campagne de financement sur une plateforme de crowdfunding intitulée « Aide Camille à trouver la maison de ses rêves ». La description la dépeignait comme la sœur en difficulté trahie par une sœur avide qui refusait d'aider. Elle a omis ses périodes sans emploi, les sacs de créateurs, les brunchs financés par les cartes de crédit familial. La campagne s'est effondrée rapidement, n'ayant récolté que 50 € avant que les commentaires ne la démolissent, dénonçant son droit acquis après mon post. Elle l'a supprimée en quelques heures, bloquant ses réseaux sociaux pour éviter le contre-coup. Stéphanie et Antoine ont tenté de limiter les dégâts en envoyant des SMS à des parents pour prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu, mais les captures d'écran parlaient plus fort. Une cousine m'a dit qu'Antoine fulminait lors d'un appel familial à propos de la déloyauté, tandis que les plaintes de santé de Stéphanie explosaient, blâmant le stress causé par le drame. Je suis restée à distance, mettant en sourdine leur numéro. Daniel m'a contacté, confirmant qu'aucune action en justice n'avait été entreprise. Leur menace de prison n'était que du bluff. Camille a essayé un dernier coup, m'envoyant un message pour un appel ou afin de régler les choses. J'ai accepté, curieuse, mais j'ai gardé la conversation courte. Elle est apparue à l'écran, le maquillage taché, suppliant de rester chez moi juste le temps qu'elle règle ses finances. Je l'ai coupée. Tu as Stéphanie et Antoine. Reste avec eux. Son visage s'est durci, m'accusant d'abandonner la famille, mais j'ai terminé l'appel sans un mot. L'appartement se sentait de plus en plus comme chez moi chaque jour. Ma routine s'est installée, course matinale le long du lac, ajustement des recettes du café, ne plus me préparer à leur prochain chantage. Puis j'ai reçu un appel d'une amie commune à propos de la nouvelle réalité de Camille. L'appel de l'amie commune est arrivé pendant que je préparais du café dans la cuisine de mon appartement. Elle avait repéré Camille travaillant dans un magasin de détail dans un centre commercial à Pantin, se plaignant à voix haute à une collègue de l'injustice de la vie. J'ai mis ça de côté, mais la curiosité m'a prise plus tard dans la semaine. Je suis passée au centre commercial pour une course rapide, et là, elle était derrière un comptoir dans un magasin de vêtements, pliant des jeans avec un air renfrogné. Elle ne m'a pas vue, mais j'ai entendu sa conversation avec une cliente au sujet de la dure réalité. Bas salaire, longues heures, pas de pause. Je n'arrive pas à croire que je sois coincée à faire ça, a-t-elle dit, inconsciente de la façon dont la plupart des gens vivent. J'ai pris mon achat et je suis partie, une satisfaction tranquille s'installant. Pour une fois, Camille faisait face au monde réel, pas de carte de crédit familial pour la sauver. De retour chez moi, le chaos n'avait pas cessé. Une épaisse enveloppe est arrivée en recommandé, portant le cachet de l'adresse de Stéphanie et Antoine. Je l'ai ouverte à la table de ma cuisine, m'attendant au pire.
C'était un avis juridique prétendant que j'avais fraudé la famille en achetant l'appartement pour moi-même, exigeant que je le transfère à Camille ou que je paie des dommages pour sa détresse émotionnelle. L'accusation était absurde. Ils alléguaient que j'avais promis de l'acheter pour elle sans aucune preuve. J'ai appelé Daniel immédiatement. Il a ri au téléphone, retenant à peine son amusement. C'est un bluff, Chloé, a-t-il dit. Aucun tribunal n'accepterait cela. C'est du harcèlement déguisé en procès. Il a rédigé une lettre de réponse envoyée en recommandé, avertissant que toute nouvelle tentative pour m'intimider pourrait entraîner une contre-poursuite pour détresse émotionnelle et frais juridiques. Je l'ai posté le lendemain, ressentant un poids soulevé. Leurs appels ont recommencé. Les messages vocaux de Stéphanie oscillaient entre sanglots et accusations. Comment as-tu pu nous menacer avec des avocats? Chloé, nous sommes une famille. Ceux d'Antoine étaient plus sévères, exigeant que je reconsidère pour le bien de Camille. Camille a essayé ou à nouveau, son visage désespéré, me demandant de rester chez moi juste le temps de me remettre sur pied. Je l'ai coupé rapidement. Tu as des options. Utilise-les. Ses yeux ont brillé de colère, mais j'ai terminé l'appel et bloqué son numéro. Puis ceux de Stéphanie et d'Antoine. Fini les chantages. Fini les jeux. Les répercussions les ont frappés durement. Vanessa m'a tenu informée. La famille élargie a coupé les ponts avec Stéphanie et Antoine après la propagation des captures d'écran, embarrassés par leur manipulation. Une tante m'a dit que le stress de Stéphanie avait déclenché des migraines, la conduisant une fois aux urgences, tandis que les amis de golf d'Antoine s'étaient distanciés, fatigués de ses diatribes sur la loyauté familiale. La réalité de Camille était plus sombre. Son emploi dans le commerce de détail couvrait à peine le loyer d'un studio délabré dans un quartier difficile. Elle avait accumulé des dettes de cartes de crédit des milliers, selon une cousine qui a vu son panique poster en ligne avant de la supprimer. Ses rêves d'influenceuse se sont évanouis. D'anciens amis l'ont ghostée après l'échec de la campagne de financement. La réputation de la famille parmi les parents s'est effondrée, les laissant isolés. Plus personne pour financer leur mascarade. Ma vie, pendant ce temps, a trouvé un rythme. Les matins commençaient par des courses le long du lac Michigan, le paysage urbain net contre l'aube. J'allais à la salle de sport, puis j'ouvrais le café, ajustant les recettes ou discutant avec des habitués qui étaient devenus comme des amis. Les soirées se terminaient sur mon balcon, une tasse de café à la main, regardant les bateaux glisser sur le lac. Plus besoin de me préparer à des SMS passifs-agressifs ou à des visites surprises. J'ai fait un petit don, 500 €, à une œuvre de bienfaisance locale pour jeunes entrepreneurs, un clin d'œil à mon propre parcours. L'appartement n'était pas seulement une maison. C'était la preuve que j'avais construit quelque chose d'incassable. Les coupés n'étaient pas froids. C'était la liberté. J'avais passé des années à porter leur poids, mais maintenant j'avais terminé. Camille, Stéphanie, Antoine, ils avaient appris à la dure que la manipulation a un prix. Pour moi, le prix en valait la peine.